take-off. Press 7. 8 knots. Check. Ça prend pas de temps au bonsoir, de temps au 3, il y a 0 gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, Rotate. bonsoir, il y a le gauche en attendant la France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to return flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en ce mercredi soir. Bienvenue au bar de la zone aéro. Ravi de vous retrouver avec notre ami Nicolas qui est là-haut. Salut mon petit Nico, comment est-ce que ça va? On te voit en tout petit. Allez, on t'entend. Ça va. Parfait. Ça va. Bon, on est content de vous Je retrouver. suis toujours dans la même période, là. Ouais, voilà, avec le joli petit avion derrière, donc parfait. Déjà, pas mal de gens dans le chat qui sont là, et il y a du beau monde ce soir, comme souvent d'ailleurs. Allez, on fait un petit tour rapide pour vous saluer, normal, hein. Céline qui est là, bonsoir à toi. Nico aussi connecté. Isa qui était là la semaine dernière, ravi de te retrouver. Isa, et bienvenue au bar de la zone. Notre ami, nos modérateurs, Jurden et Freefly30 qui sont là. Skyflyer Aviation qui est là aussi. Bienvenue. Jérôme. Jérôme de Jumpseat qui est là. Bonsoir à toi. Bienvenue Jérôme. Merci de ta présence. Aviator59 qui est là également. SolidSep87. Claudie 1521. Voilà, les gens se connectent et ça nous fait bien plaisir. Donc, soyez les bienvenus encore une fois au bar de la zone aéro. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints cette semaine, puisqu'on a eu pas mal de follow. Et merci Jurden pour la dédicace à Jumpseat. Ça fera plaisir à Jérôme qui est connecté. Donc les derniers followers, Valdesh, Toto Shimaru, Patrick Prémartin, Mathieu Menu, La Taupe 15, DL Portos 91, Michel California, NCO46, Mika Farno, F2Dux, Léo 43, 340. Bref, il y a du monde qui rejoint l'escadron de la zone aéro. Ça nous fait bien plaisir. Soyez les bienvenus à toutes celles et ceux qui arrivent. Et voilà, et parfait. Et Jurden, voilà, qui commence les SO, qui fait également la petite promo à Isa qui est présente, isavia.fr. Parfait, bravo Jurden et merci. J'aime beaucoup l'aviation, mais j'ai jamais eu l'occasion d'apprendre à piloter. Il n'est jamais trop tard, mon cher Solub787. Voilà, il y a des gens qui peuvent te guider sans problème. Écoutez les amis, on est au mois de mars. Donc nouveau mois, on a posté, je crois que c'était fin de semaine dernière, le programme à venir. On en parlera en fin d'émission, mais d'ores et déjà, sachez que nous avons un grand rendez-vous la semaine prochaine, puisque nous allons recevoir un monsieur qui fait de très belles photos. Il s'appelle Rémi Michelin, et pour la petite anecdote, vous voyez, c'est lui qui a pris cette photo-là, les photos du Canadair. Il travaille beaucoup avec les armées, avec... plein d'avions différents, on va dire. On en parlera la semaine prochaine, d'autant plus que Rémi est en train de préparer un nouveau bouquin pour les 70 ans de la patrouille de France, qui auront lieu notamment sur le meeting du 20-21 mai prochain, sur la base de Salon. Et il va y avoir un bouquin que Rémi est en train de préparer, on en parlera la semaine prochaine avec Rémi. Donc notez bien, semaine prochaine à partir de 20h30. Je vous rappelle une fois de plus que si le contenu vous plaît et que si vous voulez nous aider à promouvoir la chaîne, à nous permettre de fabriquer de nouveaux contenus, à nous permettre d'investir dans un nouveau studio mobile sur lequel on est en train de travailler, n'hésitez pas à le faire. C'est très simple, vous prenez un abonnement, un sub, ça se passe en dessous, vous cliquez 3 € par mois à peu près, ça vous fait le prix de 2 cafés, c'est pas énorme et nous ça nous soutient beaucoup. Ou alors, si vous êtes abonné Prime, avec votre abonnement Amazon Prime, vous pouvez vous abonner 30 jours absolument gratuitement. Il suffit de suivre la petite procédure qu'on va remettre. Hop, c'est où? C'est ici, Amazon Prime, voilà. Et grâce à cet abonnement Amazon Prime, pendant 30 jours, vous vous abonnez gratuitement à la zone aéro et voilà, c'est considéré comme un abonnement classique. Et nous, ça nous aide beaucoup. Donc, allez-y, on vous encourage à le faire. Voilà, également des petites coupures pub pour ceux qui ne sont pas abonnés.
Ça dure 1 minute 30 à peu près. Donc restez pendant cette petite coupure pub, ou sinon si vous êtes abonné ou que vous avez pris votre abonnement Prime ou abonnement classique, eh ça vous passe les pubs. Voilà, donc vous avez différents moyens de nous soutenir. Dernière petite chose avant de démarrer le contenu de l'émission, sachez que la chaîne YouTube est toujours active et que depuis cette nuit à minuit, vous avez le replay de l'émission d'il y a 15 jours avec Fred Courant de C'est pas sorcier et de l'Esprit sorcier, ça y est. Sur YouTube, c'est en ligne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Abonnez-vous aussi, s'il vous plaît, à la chaîne YouTube qui vous permet et nous permet aussi de mettre encore plus en avant les contenus de la zone aéro. Voilà, Joe Brabble qui est arrivé, je vois dans le chat. Salut à toi, Jordan qui continue de passer les infos, tout est parfait. C'est une affaire qui roule et j'ai envie de vous emmener directement déposer le... Zéro K, merci à toi. 2 abonnements offerts à Track et à FIB. Merci à toi et merci pour eux, c'est parfait. Écoutez les amis, on dépose le plan de vol de l'émission, on démarre. Et donc nous sommes partis, nous déposons le plan de vol de l'émission. Alors hop, on affiche le sommaire, on va cacher un petit peu Nico pendant 2 secondes, on va la retrouver tout de suite, avec l'actualité du terminal 4, petite brève à vous partager aujourd'hui, et ensuite la séquence Tarmac et Taxiway, où nous allons retrouver Anthony Rossi, qui est bénévole et organisateur. On parlera avec lui de rassemblement d'avions et de ses activités. Vous verrez que si vous êtes passionné d'aviation, c'est avec lui qu'il va falloir discuter parce que il sera à même de vous donner toutes les billes pour pouvoir rejoindre les équipes d'organisation et que vous participiez aussi à différents rassemblements qui ont lieu sur la France. Et c'est dans une ambiance super sympa, on en parle avec lui juste après. Et puis, évidemment, en fin d'émission, la séquence traditionnelle, les 5 dernières minutes, la foire aux questions, remise de gaz. Et je vois une question de SolidSeb87 qui dit j'ai quand même une question qui me taraude par rapport à Fred et Jamy. N'hésite pas à la poser dans le chat, Seb, et si on peut y répondre, on le fera avec grand plaisir. Et bonsoir à Natabouille qui vient d'arriver. On enlève le G1000, et puis je vous propose tout de suite de démarrer la première séquence de l'émission, à savoir l'actualité du terminal. Et c'est parti pour l'actualité du terminal. Et mon petit doigt me dit que Michael risque d'arriver tout à l'heure. C'est mon petit doigt qui me le dit. Alors, il y a eu un clash entre eux et pour que C'est pas sorcier s'arrête, c'est un petit peu plus compliqué que ça. SolidSeb, je t'invite à taper sur Google et tu vas voir, il y a des réponses. Mais voilà, c'est une histoire passée, on va dire. On finit toujours les émissions par la remise de gaz, il faudra quand même pas s'interdire un jour ou l'autre. C'est ce qu'on fait après la séquence remise de gaz, mon cher Joe. Voilà, allez, on est parti avec la première actu. Et d'ailleurs, on va remettre notre ami Nico, parce que Nico, il est où? Il doit être quelque part, mais il faudrait qu'on le retrouve quand même. Il doit être là, notre ami Nico. Le voilà. Alors, c'est parti. Robin dans la tourmente. Vous reconnaissez cette jolie bouille d'avion, hein, les Robins DR400. Alors, le 23 février dernier, Casimir Pellissier, qui est le directeur, on va dire, de Robin, hein, le président de Robin Aviation, Robin Aircraft, basé à Dijon-Darrois, il a demandé à ce que la société, Robin, soit mise sous protection du tribunal de commerce de Dijon. Alors, très souvent, on se pose la question, on se dit, oulala, mais pourquoi? Tout simplement parce que une demande de régime favorable de la sauvegarde, c'est comme ça que ça s'appelle, a été demandée pour un problème administratif temporaire qui entame, si vous voulez, les livraisons d'avions. Donc ça leur pose un léger problème pour finaliser les avions et rendre... de livrer les avions aux clients. Notamment aussi à cause d'un
une petite chose qui s'est passée fin 2022 avec un défaut de collage des longerons DDR400 qui a été constaté, une méthode qui avait changé, donc voilà, il y a besoin de faire des ajustements, et il y a une consigne de navigabilité, un bulletin de sécurité qui ont été émis pour rappeler les avions, faire des vérifications, sécuriser un petit peu tout ça. Et donc ça impacte un peu Robin, qu'on souhaite qu'ils vont se sortir un petit peu de ce mauvais pas. C'est pas une situation qui est facile à vivre, d'autant plus que début 2023, ça a engagé une réduction d'effectifs qui sont passés de 41 à 34, donc 7 personnes qui ont été remerciées, et voilà, donc réduction d'effectifs, malgré le fait qu'il y ait quand même des commandes en cours et des livraisons d'avions en attente, comme quoi on peut être quand même un grand constructeur d'avions et avoir aussi des soucis. Voilà, on souhaite bon courage en tout cas à Robin et à leurs équipes pour se sortir de ce mauvais pas le plus vite possible. Surtout que c'est un fleuron quand même de l'aviation légère en France. J'espère, oui. Eh oui. Voilà. Ensuite, deuxième petite news, vous voyez un joli Airbus jaune, un A320, peut-être même un Neo, je ne sais pas, on ne voit pas les ailes, mais on va regarder. C'est la compagnie donc sud-américaine Viva Air qui suspend ses activités, ses opérations, notamment suite au Covid. Ils se sont pas remis du Covid. Il y a une tentative de fusion avec un groupe plus fort, notamment le groupe Avianca en 2022, mais ça a été un échec, donc ça se présentait mal. Il y a eu d'autres compagnies également qui sont encore sur les rangs pour la reprise de Viva Air. Ouais, c'est un Neo vu la tête des moteurs, oui, probablement. Et au cockpit aussi, on dirait, enfin aux vitres du cockpit. Donc effectivement, d'autres compagnies qui sont sur les rangs, mais Viva Air indique que malheureusement c'est un peu trop tard. La flotte actuelle représente 16 Airbus, 6 A320 classiques et 10 A320 Neo. Donc voilà, je pense que on verra plus trop ces couleurs jaunes et vertes de Viva Air dans le ciel et c'est bien dommage. On continue avec le multi à Montpellier et on salue les gens de Montpellier qui sont sûrement connectés, puisqu'ils ont fait la promo pour la zone Aéro cet après-midi, on les en remercie. Donc du multi à Montpellier, la nouvelle est tombée cette semaine, puisque l'Aéroclub de l'Hérault, qu'on avait reçu il y a à peu près un an, avec son président Christophe, qui sont très actifs et qui viennent de rentrer en ligne de flotte, les avions que vous avez sur la partie gauche de l'écran, à savoir un Diamond DA42, voilà, à gauche en blanc, et un Diamond DA62 à droite, pour proposer, pour étoffer encore plus l'offre, on va dire, aux adhérents, notamment pour faire de l'IRME. IRME, c'est quoi? C'est de l'IFR, vol aux instruments, multimoteur, donc possibilité de passer également des prorogations pour les gens qui sont qualifiés. Donc, et puis de proposer aussi la possibilité de faire des voyages avec ces avions-là, qui sont des avions assez performants. Alors c'est vrai que le coût d'ordre de vol est plus important qu'un monomoteur, c'est évident, mais en même temps, ce n'est pas tous les aéroclubs qui peuvent disposer de tels avions. Donc c'était bien de le signaler, et ça se passe du côté de Montpellier, qui sont très actifs. On va rappeler rapidement la flotte des aéronefs qu'il y a sur Montpellier. Il y a pas mal d'avions, il y a du DR400 EcoFlyer, du PA28, dont un PA28 qui est IFR. On a également du DA20, du DA40 nouvelle génération, du NG qui vient d'ailleurs d'être rénové, vous l'avez à droite, puisqu'il commence l'aéroclub commence d'avoir des livrets propres à l'aéroclub de l'Hérault. Il y a de l'Aquila pour de l'apprentissage, enfin la Mania de base, le DA42 on en a parlé, le DA62, il y a 4 avions de voltige avec un Cap 10, un Cap 231, un Extra 330 SC et un Extra A300L pour faire ces marques et commencer la voltige et même faire de la compétition. Donc tout ça du côté de Montpellier. N'hésitez pas à aller voir sur leur site ou à aller faire un tour même, c'est encore mieux sur place, d'autant plus que vous avez pas moins de 25 instructeurs qui sont à votre disposition au sein du club. C'est quand même beau à signaler. Voilà, et on continue enfin avec un petit peu d'histoire, comme d'habitude, et un flashback le 1er mars 1928. Vous étiez né
Non, et ben nous non plus. Alors, nouvelle ligne qui est lancée, Londres-Cannes via Paris, Lyon et Marseille. 3 appareils donc, qui décollent du Bourget avec des aviateurs nommés Baudin, Corsin et Denelin qui emportent 3 passagers chacun et qui ont donc pour objectif inaugural de démarrer cette descente vers Marseille. Et malheureusement, ça ne se passe pas très bien puisque les avions décollent pour les premiers à 7 h du matin et les derniers à 10 h 15 du Bourget et un arrêt inopiné à Lyon pour Baudin qui, au moment de l'atterrissage, rencontre des soucis moteurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se pose à côté de Lyon. Et l'avion capote. Voilà, donc heureusement plus de peur que de mal. Pas de victimes, on va dire, hein, juste des petites égratignures. Et du coup, voilà, on va dire un événement un petit peu en deçà pour lui. Voilà, mais ça s'est passé voilà, le 1er mars 1928. Voilà pour la petite histoire. Tu étais au courant, Nico, de cette petite news que j'ai découverte cet après-midi d'ailleurs? Ouais, je m'en souviens quand j'étais gamin, ouais. D'accord, ok, parfait. Ok, voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour des actus de ce soir. Alors, quelques réactions sur le chat. Comment elle s'appelle la boîte qui a testé des avions commerciaux et qui étaient équipés de moteurs hydrogène? Il y en a eu plusieurs. Alors, il faudrait savoir si c'est ici ou si c'est aux États-Unis, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a même Airbus qui bosse sur ces moteurs-là. Ils sont mimi ces avions, ça fait des longues distances un tel avion. Alors oui, DA42, DA62, on peut faire de mémoire 1500 km à peu près, en rayon d'action, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce que 2 pilotes SE peuvent piloter en ME en gérant chacun un moteur? Ouais. Il y en a qui ont essayé. Hein. Il y en a qui ont ont eu essayé, des problèmes. Voilà. Très joli terrain Montpellier. Il a dit, il est très rapide. Hein, mais... vous avez quelque chose pour les vols PMR? Faut leur demander. Alors, je crois qu'il y a eu des événements qui ont été organisés à Montpellier. Mais alors, le mieux, c'est de leur poser la question. Je ne suis pas certain, mais le mieux, c'est de leur poser la question. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est tout de suite d'enchaîner sur notre invité de ce soir, Anthony, qui est connecté, qui est là. C'est la séquence Tarmac et Taxiway, et on retrouve tout de suite l'invité de ce soir au bar de la zone, Anthony. Et on va retrouver tout de suite Anthony dans quelques instants. Voilà, je vois que le micro s'active. Il reste juste la caméra activée et on va le retrouver. Le voici. Alors hop, on va juste switcher les caméras. Hop, voilà. Hop. Et on va même faire comme ça. Tac. Voilà, comme ça. On verra Anthony en grand. Parfait. Anthony, bonsoir. Bienvenue dans la zone aéro. Merci. Merci Sébastien Nicolas, c'est gentil de votre invitation. Voilà, donc il y a déjà les fans qui... Bonsoir Anthony. Qui montent dans le chat. Ah, le meilleur président, mais qu'il est beau. Donc voilà, tu es venu avec ton fan club. Je sais à peu près quelles sont les personnes qui commandent, tu vois, donc je prends note en même temps et je m'en occuperai personnellement. Il va y avoir du règlement de compte, d'accord. Tout à fait, exactement. Du règlement de compte amical, mais il va y en avoir. Voilà, il y a le chat qui te salue avec Céline. Bonsoir Anthony, bienvenue dans la zone. Voilà. Il y a des gens qui te saluent. La Saône-et-Loire représente aussi également. Claudie, notre ami Alex, qui est là. Alors Anthony, on ne va pas déroger à la règle. Je vais te proposer de faire un petit décompte d'1 minute. Et en 1 minute, tu vas rapidement te présenter au chat pour les gens qui ne te connaissent pas et nous expliquer un petit peu voilà, la passion qui t'habite et ton implication aujourd'hui dans l'aérien. Ça te va? En 1 minute, du coup, tu veux un topo de tout ça? Une présentation, on va dire, de toi et de ta passion. Ça marche, pas de souci. souci. Allez, je lance le chrono.
Ben, écoutez, bonsoir à tous. Donc, Anthony, je suis originaire de la Saône-et-Loire, comme on vient de le dire, 26 ans. J'ai débuté l'aéronautique totalement par hasard, une passion qui s'est déclenchée comme ça du jour au lendemain. J'ai commencé avec un brevet ULM, aujourd'hui PPL, et impliqué dans pas mal d'associations aéronautiques. Et donc, assez petit, j'ai participé à des meetings aériens qui m'ont donné envie de m'impliquer dans les associations et dans l'événementiel. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de co-organiser le FlyCamp, qui est un grand rassemblement de jeunes pilotes en France, d'être bénévole dans de nombreuses associations, de participer à un grand rassemblement de trains classiques à l'Aéroclub Charolais, là où je suis d'origine, donc de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire. Et puis, je suis également le président de l'association Aéroclassique, qui est une association qui a pour vocation de créer différents événements à travers la France. Et ben top voilà. Chrono, je crois que je suis pas mal. Et ben voilà, pile poil, à 2 secondes près, on est parfait. Ben voilà, joli CV, bravo, nous dit Joe Brabble. Voilà. Merci. Encore une fois, merci de ta présence. Alors, j'ai envie de dire que la boucle va être un peu bouclée, puisque nous avons eu Isa la semaine dernière, de Air Legend, Isavia. Et aujourd'hui, on va se pencher un petit peu de l'autre côté du miroir. On a vu l'aspect professionnel. Et maintenant, on va se pencher sur le rassemblement amateur, qui est un autre versant, on va dire, des événements aéronautiques que tu viens de présenter. Alors, quels ont été les premiers et qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette envie de faire des rassemblements ? Eh bien, comme je viens de le dire, moi, je suis tombé dans l'aéronautique totalement par hasard, c'est-à-dire que c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas, je n'ai absolument aucun membre de ma famille dans ce domaine, et assez petit, j'ai une vocation qui s'est manifestée un jour lors d'un voyage. J'ai eu la chance que mes parents m'emmènent et me fassent passer la porte d'un aéroclub, comme beaucoup de jeunes ou beaucoup d'autres personnes dans notre monde d'aujourd'hui qui participent à notre activité. Et donc, j'ai l'un des membres de mon aéroclub où j'étais élève pilote qui m'a dit d'Ivoire, est-ce que ça te dirait de participer à un meeting aérien? Je ne connaissais absolument pas ce domaine, je ne connaissais absolument pas en quoi consistait un meeting aérien. Je savais que c'était des avions qui réalisaient des présentations, mais je n'avais pas forcément la moindre idée de ce que tout cela impliquait. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque le premier meeting aérien auquel on m'a emmené et auquel j'ai eu l'opportunité de participer, c'était le meeting de la Ferté-Alais en région parisienne, qui est l'un des meetings les plus connus en France et les plus historiques. Et donc, lorsque je suis arrivé la première fois sur le terrain de la Ferté-Alais, eh bien, j'ai découvert un petit peu ce monde. Donc, forcément, la première année, a été une année de découverte, puisque quand on ne connaît pas, on a les yeux ébahis et on regarde un petit peu dans tous les sens. Et puis, j'ai eu la chance d'y retourner une troisième fois. Lorsque j'étais jeune, j'avais à peu près 13-14 ans à l'époque. Et lorsque j'y suis retourné la deuxième ou la troisième fois, j'ai vu beaucoup de bénévoles s'activer, beaucoup de jeunes notamment qui étaient sur les parkings des aéronefs qui sont en mouvement lorsqu'ils vont décoller et atterrir et lorsqu'ils partent faire leur représentation. Et un jour, j'ai dit à la personne qui m'avait emmené à ce meeting, j'ai dit d'Ivoire, moi, ça m'intéresserait aussi d'être un jour de l'autre côté de la barrière. Ouais. Et donc, c'est comme ça que ça m'est venu, en fait, si tu veux, à l'esprit. Et donc, l'année d'après, donc mon aéroclub organise, comme je le disais, un grand rassemblement qui s'appelle les Trenke, qui était le plus grand rassemblement de trains classiques en France, qui a lieu chaque année au mois de juin. Et mon club, du coup, recherchait forcément des bénévoles pour l'organisation de cet événement. Et comme j'avais eu ces expériences en meeting aérien, j'ai proposé à mon club si je pouvais être bénévole, donc chose qui a évidemment été acceptée. Et en plus de ça, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être sur le tarmac et de guider les avions au sol pour les parquer, accueillir les pilotes et pouvoir être au plus proche des aéronefs. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Petit à petit, l'événement a pris de l'ampleur. J'ai des pilotes qui sont venus une première année, qui sont venus une deuxième année, une troisième année. Ça m'a permis de rencontrer des personnes, de me faire un réseau aussi, au fur et à mesure des choses. Et quand je me suis fait ce réseau, si tu veux, je me suis dit, je veux aller plus loin, donc en grandissant.
Et c'est comme ça qu'un jour, l'aéroclub, voyant mon implication, m'ont proposé de m'impliquer dans l'organisation de l'événement en lui-même. Et aujourd'hui, si tu veux, quelques années après, j'ai la chance de pouvoir en être aux commandes et d'avoir une équipe de bénévoles qui me suit et qui me fait confiance. Donc, c'est un véritable privilège. Mais pour en revenir à ta question, du coup, la base de la base, c'est d'avoir participé à un événement, d'avoir vu des gens qui avaient mon âge, qui couraient dans tous les sens et qui participaient, si tu veux, à la vie de ces événements. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Après, c'est toujours un défi parce que quand tu connais personne et que tu n'as pas de réseau ou de contact, c'est pas forcément évident. Il faut savoir, on va dire, être motivé. Il faut savoir répondre présent. Quand tu t'engages sur quelque chose, c'est un domaine où il faut être là. Il faut pas s'engager dans le vide. Et si tu veux, c'est un domaine, je pense qu'on connaît tous les trois autant que l'on est, c'est-à-dire que c'est un domaine où beaucoup de gens se connaissent, beaucoup de gens parlent, et forcément, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, tiens, moi je participe à tel événement, je participe à telle association. Est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que ça te botterait? Et au fur et à mesure des choses, ça s'est passé de cette manière-là, en fait, tout simplement. D'accord, ok. Nico, tu voulais… Et vous êtes combien dans l'assaut alors Au niveau aéroclassique, tu veux dire? Oui. Alors sur l'association aéroclassique, donc celle où je suis le président, on est aujourd'hui une trentaine de membres et une vingtaine à être très actifs. Et c'est une association, si tu veux, qui n'a pas forcément de locaux, qui n'exerce pas forcément sur un terrain. On a créé l'association aéroclassique un peu plus tard, c'est-à-dire que une fois que on avait pris un peu d'aise avec certains amis sur certains événements, c'est-à-dire qu'on connaissait un petit peu comment ça fonctionnait, comment ça marchait, quelles étaient les démarches. Avec un autre ami, on s'est dit pourquoi pas créer une association qui permettrait de faire des événements sur des terrains qui n'ont pas la possibilité justement d'avoir des bénévoles qui font des événements parce qu'il n'y a pas toujours l'expérience, parce qu'il n'y a pas toujours l'envie non plus. Et du coup, on a créé cette association et autour de cette association, ensuite, on a rassemblé des personnes de notre entourage qui étaient aussi intéressées justement pour s'impliquer dans des événements. Et donc, aujourd'hui, l'association est basée forcément sur l'aérodrome de Paray-le-Monial parce que c'était là nos origines, on va dire, à tous les deux, aux deux membres fondateurs. Mais on n'a pas de locaux, c'est-à-dire qu'on a deux événements aujourd'hui qu'on réalise en France. On a le Flycamp qui est venu s'attacher un petit peu après, qui est le plus grand rassemblement de jeunes pilotes, qui est parti d'une idée aussi totalement originale, avec un ami qui est d'ailleurs sur le chat, Mathieu. On a regardé une vidéo en 2017 d'un Américain qui s'appelle Swain Martin, qui est un YouTuber assez connu au niveau des États-Unis. Et il avait fait une magnifique vidéo sur un camp, justement, qui durait un week-end et qui rassemblait des jeunes. Et donc, on s'est dit avec Mathieu… pourquoi pas essayer de faire quelque chose dans ce genre-là? Alors, on connaissait l'association Jeunes Ailes qui organise également ce genre de choses et on connaissait également quelques personnes qui en font partie, mais on n'a pas forcément… ils étaient dans une période qui n'était pas forcément toujours facile comme une association et nous, on souhaitait aussi avoir, on va dire, notre autonomie et notre indépendance sans forcément leur faire de la concurrence. C'était loin d'être notre idée. Je pense que chacun a sa place dans notre monde. Et du coup, avec Mathieu, on a créé cet événement pour la première fois en 2019 et l'idée c'était de rassembler durant 2 jours un certain nombre d'équipages tout en restant limité parce qu'on voulait garder cette taille conviviale, cette taille amicale et surtout avec Mathieu qui est le fondateur également du Flycamp avec moi, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on faisait partie d'Aéroclub mais que malheureusement on était et malheureusement les seuls jeunes en fait dans le club et on n'avait pas… On adore nos anciens, il n'y a pas de souci, on s'entend très bien avec eux. Au contraire, moi, c'est avec eux que j'ai grandi, on va pas se mentir. Mais j'avais besoin aussi de partager des choses, on va dire, avec des personnes de ma génération. Et comme j'avais pas forcément de potes, tout court, dans ma ville d'origine qui partageaient cette même passion, mais j'avais envie de créer vraiment un groupe avec lequel je pourrais me retrouver dans des événements aéronautiques sans forcément être organisateur. Mais tiens, se dire, on se connaît. Est-ce que tu vas à La Ferté cette année? Est-ce que tu vas à Air Légende maintenant avec Melun? Est-ce que tu vas ailleurs? Et du coup, l'idée, c'est de se retrouver durant tous ces week-ends pour partager ces moments. Et c'est un peu ce qu'on recherchait. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée du Flycamp. Et on s'est dit, pourquoi pas y aller en avion pour nous apporter encore plus, si tu veux, de convivialité, d'amicalité, etc. Et on a créé cette première édition en 2019 qui a rassemblé 12 avions. Donc, c'était déjà pas mal pour une première. Et c'était où ? Puis, on était…
Comment? C'était à quel endroit? C'était sur l'aérodrome de Briare. Donc, c'est pareil, on avait recherché un terrain, si tu veux, à peu près, alors c'est pas tout à fait central, mais qui est plutôt bien situé en France, qui permet d'être à peu près pas trop au nord, pas trop au sud, pour que justement on ait des équipages de toutes les régions qui puissent nous rejoindre. On recherchait un terrain en herbe, parce qu'on a avec Mathieu, on a tous les deux grandi sur des petits aérodromes avec des pistes en herbe, et on adore ce côté champ d'aviation, tout simplement, et on pense que c'est des valeurs importantes. Donc, c'est pour ça qu'on voulait ça. Et puis, on voulait un petit club, on voulait un petit aéroclub qui pouvait nous accueillir. On ne voulait pas être trop embêté non plus avec des zones compliquées autour, parce que quand on est jeune pilote, on n'est pas forcément, on va dire, au courant de tout, et on n'a pas forcément toujours l'expérience quand on veut faire des vols. Par exemple, si on a une zone militaire à côté ou une zone contrôlée, c'est pas forcément facile. Donc, on recherchait un aérodrome qui était aussi bien placé par rapport à ça. Et on est tombé sur Briare, avec qui on a créé des liens importants la première année. Et du coup, à l'issue de cette première année qui s'est extrêmement bien passée, ou qui a été pleine de rebondissements, parce qu'une semaine avant, ils annonçaient de la flotte, du vent dans tous les sens, et on s'est dit, ben, ça va pas le faire. Donc, on a tout annulé au niveau de nos commandes, nos traiteurs, tout ça. On a tout annulé en dernière minute pour pas se retrouver, on va dire, financièrement dans un état complexe, parce que même si c'était pas un gros engagement, on n'avait jamais eu d'expérience, on n'avait jamais fait quoi que ce soit, donc ça partait un petit peu de nos fonds personnels aussi au départ. Et du coup, par rapport à ça, on s'est dit, on maintient quand même l'événement. Et puis finalement, 4 jours avant, météo est passé du tout au tout. Et on s'est dit, bah, c'est pas grave, on fait quand même, on improvisera, on va au feeling et on y va comme ça. L'idée étant de partager un événement avec tout le monde. Donc, on était sûr et certain que les personnes qui allaient venir allaient aussi nous donner un coup de main, nous épauler, nous aider. C'est ce qui s'est passé. Et suite à cette première édition, on s'est dit, bah, on est convaincus, ça a super bien marché, on a passé un super week-end, on a mis une semaine pour s'en remettre tellement on était heureux quand on est revenu. Donc, tu vois, c'est pour te dire un peu à quel point on était satisfait de nous, même si c'était petit, mais on avait passé, si tu veux, on avait atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés, c'est-à-dire rencontrer des personnes qui partagent la même passion que nous, des jeunes pilotes avec qui on allait pouvoir potentiellement partager d'autres choses. Et en fait, de là est né un groupe de copains, dont certains qui ont rejoint l'organisation de l'événement et qui le sont encore aujourd'hui. Et si tu veux, ça a grandi d'année en année. Et cette année, on fêtera donc la 5e édition en 2023 qui se tiendra le 12 et 13 août de cette année. Et sur l'aérodrome de Briare, toujours. Alors, on changera peut-être un jour, mais on s'est tellement lié d'amitié avec les personnes qui sont sur place. On a tellement nos marques, on retrouve tellement les valeurs, on va dire, qui correspondent à ce que l'on aime dans notre aviation, que c'est pour ça qu'on n'a pas forcément changé pour l'instant. Et aujourd'hui, en tout cas l'année dernière, l'événement rassemble maintenant environ 40 équipages, composé de 2 à 3 jeunes, donc ce qui fait à peu près 100 personnes sur les 2 jours. Et puis on a la chance, si tu veux, avec le réseau et les personnes qui sont venues au fur et à mesure, d'avoir également 2-3 copains qui nous amènent des belles machines. Alors évidemment, il ne faut pas être pilote d'avion de collection pour pouvoir participer à l'événement. Loin de là, c'est pas du tout l'objectif. Mais nous qui sont passionnés aussi de vieilles machines et de machines qui appartiennent à notre patrimoine, ça nous fait toujours plaisir quand un ami nous contacte et nous dit, dites voir les gars, est-ce que ça vous intéresserait pas? Je viens avec un Stearman, je viens avec le T6 ou avec d'autres machines. Et donc, c'est aussi pour nous, pour les jeunes qui viennent à cet événement, parce que nous, maintenant, on a un petit peu vieilli. Pour la majorité d'entre nous dans l'organisation, on a commencé nos carrières. Donc, on est à un stade différent, on va dire, si tu veux, par rapport à l'objectif initial de l'événement. On a réussi à créer nos groupes de copains. Et l'idée, c'est d'aujourd'hui pouvoir permettre à des jeunes pilotes qui justement souhaitent se faire comme nous il y a quelques années ce réseau, de venir participer, de rencontrer des gens. Et donc c'est pour ça que quand il y a des avions de collection, c'est aussi un bon moyen de mettre en avant les associations qui participent à la préservation de ce patrimoine. Et Dieu sait, avec les temps qui courent, que c'est quelque chose d'important. Oui. Et dans un second temps, on a mis en place également des tables rondes, c'est-à-dire que on a tous maintenant des expériences différentes. On a la chance d'avoir des amis qui sont dans l'armée de l'air, dans l'armée de terre, dans la marine nationale. Certains sont ingénieurs, certains sont mécanos, certains sont pilotes de ligne, pilotes d'affaires, etc. Et l'idée, c'est aussi de présenter un petit peu aux jeunes qui souhaiteraient
peut-être s'orienter dans le domaine aéronautique, les différentes possibilités. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe plein de forums, mais le fait d'être dans un petit événement tout convivial où on peut discuter et on peut échanger ensemble, eh bien, on pense que c'est vachement sympa parce que parfois, ça permet de poser des questions qu'on n'a pas forcément, qu'on a un peu peur parfois de poser quand on est face à des adultes qui ont un peu plus d'expérience ou quoi que ce soit. Donc, le but, c'est aussi de montrer un petit peu les différentes filières et les différentes opportunités qui peuvent se présenter aujourd'hui dans le monde de l'aéro. Super. Donc ça, c'est le Flycamp. Et puis, on a les aéros classiques, qui est un événement différent. Là, cette fois-ci, c'est un événement ouvert au public qui a eu lieu en 2021 sur l'aérodrome de Saint-Rambert. On est en train de mettre en place une prochaine édition. Donc, l'édition devait avoir lieu en 2023. Elle n'a pas lieu parce que Albéric et moi, qui sommes les fondateurs et on va dire les responsables de l'organisation, sommes pris et avons d'autres impératifs professionnels et personnels cette année qui font qu'on ne se sentait pas avoir la disponibilité, si tu veux, pour organiser un événement. Donc, c'est pour ça on s'est dit on préfère se lancer en 2024 qu'en 2023 et faire quelque chose qui ne nous correspondra pas. Et voilà, donc c'est les deux événements qui, j'ai un peu parlé beaucoup, mais c'est les deux événements qui appartiennent aujourd'hui à l'association et qu'on essaye de faire vivre au maximum. Alors justement, ça se passe comment concrètement? Le rendez-vous est donné à partir du moment où les pilotes arrivent. Comment ça se passe sur la durée du week-end? Alors, sur les deux événements, tu veux dire, ou sur plutôt le Flycamp? Ouais, sur le Flycamp ou même la différence entre les deux. Et bonjour à Céline qui vient d'arriver. Alors, sur le Flycamp, c'est donc un événement privé, donc réservé aux équipages qui participent, hein, c'est une condition importante. C'est un événement tout simple, c'est-à-dire que, comme je le disais juste avant, on a voulu privilégier la convivialité et la rencontre. Donc, le rendez-vous est donné en général aux équipages le samedi matin. Le vendredi soir, ça peut se faire pour les équipages qui sont plus lointains, quand il y a on a eu la chance d'avoir des copains suisses, enfin des amis suisses qu'on a rencontrés les dernières qui sont venus. Et forcément, quand on vient de Suisse, on apprécie pouvoir partir peut-être le vendredi après-midi. Ça permet de garder un peu plus de marge, on va dire, pour pouvoir profiter du week-end. Et puis après, il y a les facteurs humains avec la fatigue, etc., qui rentrent en compte, évidemment. Et donc, les équipages arrivent le samedi matin. On offre évidemment, enfin, il y a un pack qui permet d'avoir l'accueil. Donc, ils ont en général un goodies. Donc, ils vont avoir leur Eco-Cup, ils vont avoir leur patch, ils vont avoir leurs stickers, leurs flammes, etc. Parce qu'évidemment, il y a tout un petit pack qui leur est offert lorsqu'ils arrivent. Et ensuite, on les accueille autour du petit déjeuner pour ceux qui arrivent le plus tôt ou autour du déjeuner pour ceux qui arrivent en fin de matinée, pardon. Et donc, petit déjeuner tous ensemble. Et ensuite, il y a un discours de la part des organisateurs qui présente un petit peu le week-end, qui présente un petit peu les différentes activités, les temps forts. On fait évidemment, on n'a pas le choix parce qu'on a quand même des responsabilités aussi par rapport à ça. On fait des rappels de sécurité, notamment. Alors, on n'est pas policier, on n'est pas contrôleur, mais on fait on va dire les rappels logiques des règles de l'air qui sont importantes puisque dans les activités qui sont proposées aux participants, ils ont la possibilité de faire une petite navigation touristique où on a en fait regroupé l'ensemble des points intéressants à aller survoler autour de Briare. Mais on n'a pas envie que ça se retrouve comme un rallye aérien et puis qu'il y en a un qui prenne un sens, l'autre dans l'autre sens. Et petite coupure, apparemment. Ah, pardon. Si, en fait, alors on t'entend, mais là, voilà, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu, excusez-moi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on essaye de faire ce petit rappel-là aussi. Et puis, on insiste aussi sur une chose qui nous est essentielle, c'est que chaque année, on essaye d'avoir 90% d'équipages nouveaux. Enfin, on fait en sorte, lorsque les équipages s'inscrivent, qu'il y ait 90% de nouveaux chaque année pour pas avoir, en fait, chaque année les mêmes équipages. Parce qu'en général, et ça, c'est une chance pour nous, c'est que les gens, en général, apprécient les week-ends, donc ils ont envie de revenir nous voir. Mais nous, notre but, c'est aussi d'avoir chaque année de nouvelles personnes qui viennent. Et donc, par rapport à ça, on insiste avec Mathieu quand on fait, et les autres organisateurs, quand on fait notre discours de bienvenue, sur le fait que le but du week-end, c'est de ne pas rester avec l'équipage avec lequel vous êtes venu, mais c'est bien d'aller vers les autres, d'aller à la rencontre des gens, de discuter, d'échanger, etc. Et ensuite, le samedi s'enchaîne toute la journée avec différentes activités. Donc, comme je le disais, des tables rondes, des vols pour certains, la navigation touristique, mais aussi parfois des activités beaucoup plus intenses, comme une sieste en début d'après-midi. Voilà, ce genre de choses. Et ça fait partie du jeu, évidemment. Et le soir, en général,
on essaye de faire voilà, une petite soirée avec un petit apéritif au coucher du soleil. Bien évidemment, pas très alcoolisé parce qu'il faudrait faire attention à tout ça. Et puis, s'ensuit voilà, un repas. Et le dimanche, eh bien, le programme est assez similaire. On a une partie activité le matin, un repas le midi. Et en général, à partir du début d'après-midi ou en tout cas du milieu d'après-midi, en fonction des conditions météorologiques, en fonction de la distance, en fonction de tout plein de choses, des impératifs de chacun, eh bien, les équipages commencent à repartir. D'accord. Ok. Bon. Est-ce que... Excuse-moi, vas-y. Non, je rebondis un peu sur ce que tu disais là, quand tu étais en aéroclub, vous n'étiez pas beaucoup de jeunes, et puis en fait, c'est ce qui te manquait, en fait, c'est de partager ça avec des jeunes de ta génération. Je pense que c'est beaucoup de problèmes dans beaucoup d'aéroclubs, en fait. Exactement. Parce que c'est vrai que c'est une activité qui coûte cher, faut pas le cacher, et qu'en général, on y arrive parce que on vieillit, on travaille, on a mis des sous de côté, et puis après, on peut refaire quand même piloter. Donc, la question... Ouais, donc du coup, voilà, ma question, c'est est-ce que vous arrivez quand même à attirer des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui sont intéressés par l'aviation, et puis voilà, pour partager en fait cette passion qui possèdent eux aussi, quoi. Eh ben, écoute, on a beaucoup de chance parce que on n'a absolument pas de mal à attirer. Je ne sais pas exactement, on va dire, tous les termes de notre communication parce que ça date d'il y a 4-5 ans maintenant quand on avait commencé à communiquer. Mais pour te donner une idée, les inscriptions, donc on est limité à 30 équipages maximum parce que c'est les capacités qu'on s'est fixées. Et puis aussi en termes d'organisation pour garder une taille familiale. Il y a 5 équipages, on va dire, anciens. Et sont considérés comme anciens ceux qui ont déjà participé au moins une fois à l'événement. Et ensuite, on se laisse toujours entre 20 et 25 places de nouveaux équipages. Et l'année dernière, pour te donner une idée, on a ouvert les inscriptions le lundi soir à 20h et le mardi à midi, le lendemain, on était complet. Toutes les places étaient... Donc, ça va très, très vite. C'est bien. Ouais, exact. C'est bon, on a la chance d'être... Bon, c'est vraiment une chance et un privilège d'être victime d'un tel succès. On s'en plaint pas et ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a un engouement. Comme tu le disais, c'est une passion qui coûte cher. Moi, à titre personnel, je suis pas issu d'une famille qui a de grands moyens, mais j'ai des parents qui m'ont quand même financé un brevet de pilote ULM et qui se sont parfois privés pour me permettre justement un jour d'arriver à cet objectif. Et puis moi, en parallèle, j'ai enchaîné tous les petits tafs possibles, toutes mes étrennes de Noël, d'anniversaire passées justement dans ces heures de vol. Et donc, ça fait plaisir effectivement de voir l'engouement et de voir qu'encore aujourd'hui, ça se poursuit. Alors après, peut-être que nous, on ne se rend pas compte parce que comme l'événement est petit, peut-être que justement, comme tu le disais, avec les coûts qui malheureusement explosent un petit peu ces derniers mois, avec notamment l'augmentation du carburant et donc forcément l'augmentation des heures de vol, je pense qu'on est dans certainement une réduction du nombre de personnes qui malheureusement arrivent à en faire jeunes. Mais en tout cas, nous, à notre échelle, on arrive quand même encore à trouver aujourd'hui des personnes qui sont intéressées par ce genre d'événement. Après, on essaye de faire l'événement le meilleur possible parce qu'on a compris au fur et à mesure des années que certains jeunes, justement, économisaient parfois pendant 3-4 mois avant pour se permettre de pouvoir venir participer à l'événement quand ils viennent de loin. Et donc, nous, on se met, alors un peu de manière volontaire, mais du coup, on se met un peu la pression en se disant, il faut qu'ils repartent de l'événement en se disant, ouais, j'ai économisé 3-4 mois, mais purée, je n'ai pas regretté mon événement, j'ai passé un super week-end et en plus de ça, j'ai pu rencontrer des gens, me faire un réseau, un petit réseau, ou en tout cas commencer à en avoir un pour peut-être mon futur ou pour pouvoir continuer à pratiquer cette belle passion. Ouais. Et du coup, vous mangez sur place, vous dormez sur place, chacun vit avec sa tente, ça se passe comment? Effectivement, j'en ai. Ah, petite coupure. Ça va revenir. Et Free Flight qui revient de retour après un départ en catastrophe, d'accord. C'est revenu, et je le disais, effectivement, j'en ai pas parlé, je m'en excuse, mais c'est dans le mot principal, dans le titre principal de l'événement, Fly Camp, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, chaque équipage vient avec sa tente et chaque équipage plante sa tente sur le tarmac. Alors, pas sur la partie avion, forcément, parce qu'il y a des notions de sécurité derrière, mais on a un espace, effectivement, qui est derrière le hangar principal du club, qui est chaque année tendu pour l'occasion et mis au propre. Et
Alors, une expression un peu familière voudrait qu'on dise que ça fait un magnifique camp de manouches, mais effectivement, on a effectivement une quarantaine de tentes en général qui sont plantées derrière le hangar, voire un petit peu plus. Et c'est le but de l'événement, c'est qu'effectivement, tout le monde mange sur place, tout le monde dort sur place. C'est vraiment un week-end à 100% sur un aérodrome. Ok. Alors, la différence un peu avec le flying, on va dire, aéro classique, c'est que là, pour le coup, vous faites une sélection carrément enfin, une sélection, si possible, sur les avions, c'est ça? Alors, on fait une sélection, pas forcément. Les aéros classiques, si tu veux, si vous voulez, c'est un événement public. Donc, c'est-à-dire là, pour le coup, les Aero Classic Days, donc l'événement s'appelle comme ça. L'idée originale et la première édition en 2019, lorsqu'on a créé cet événement, c'était de faire un week-end dédié à l'aviation de collection. C'est-à-dire de pouvoir permettre à des propriétaires qui ont des avions de collection de se retrouver le temps d'un week-end. Initialement, l'idée était comme ça. Et puis, on a donc décidé d'aller sur le terrain de Saint-Rambert d'Albon, parce qu'on savait, donc il y a l'association Aéro Rétro qui est basée là-bas et que j'avais la chance de connaître quelques personnes qui en font partie. Et donc, ils nous ont bien voulu nous accueillir, on va dire, la première année où on a voulu faire cet événement, puisqu'il y a déjà une collection d'aéronefs assez importante, et puis le terrain s'y prêtait bien par rapport à leur installation. Et lorsqu'on a créé cet événement en 2019, on a forcément donc voilà quelques propriétaires qui ont accepté notre invitation, qui sont venus participer à l'événement. Et puis donc ça avait lieu un week-end également, un samedi et un dimanche. Et en fait, comme le terrain est basé à côté de la Nationale 7, beaucoup de personnes qui sont passées à côté de l'événement, eh bien, se sont arrêtées finalement et sont venues à notre rencontre et nous ont dit. Mais dites voir, ça fait des années, parce que Saint-Rambert, à l'époque, a accueilli des meetings aériens, à une certaine époque, qui était déjà d'ailleurs assez connu. Et il n'y a pas eu de gros événements aéronautiques depuis de nombreuses années. Enfin, il n'y en avait pas eu avant 2019 depuis pas mal d'années. Je crois que le dernier, c'était en 98 ou peut-être 2000 ou peut-être 2002, je ne sais plus, enfin les débuts des années 2000. Et donc, par rapport à ça, les gens les personnes, en tout cas, autour, ont manifesté un vrai intérêt. Et on s'est dit avec Albéric, qui est mon co-organisateur, et puis d'autres personnes de l'association, on s'est dit, purée, il y a quelque chose à faire, quoi. Il faut qu'on aille plus loin. Et donc, on s'est laissé 2 ans. Et donc, on s'est retrouvé ensuite en 2021. Et là, cette fois-ci, on a proposé une vraie édition ouverte au public où on a mis, on va dire, en relation l'ensemble des associations de la plateforme. Nous, on a co-organisé avec Aéro Rétro, qui est vraiment l'association partenaire avec laquelle on travaille pour cet événement. Mais on a mis évidemment dans la boucle toutes les autres associations de la plateforme, parce qu'il y a un club ULM, il y a un aéroclub, évidemment. Et donc, là, cette fois-ci, on a été pousser le bouchon un peu plus loin. On n'avait pas la capacité de faire un meeting aérien. On ne se sentait pas forcément à le faire non plus parce qu'on n'avait pas l'équipe, on n'avait pas l'expérience, on n'a pas les ressources, on n'avait pas le budget non plus parce que mine de rien, c'est un budget financier. Je pense qu'Isabelle a dû en parler la semaine dernière, bien plus important que le registre d'un flying. Et puis, on ne parle même pas de toute la nouvelle réglementation qui est arrivée maintenant il y a quelques mois. Et donc, par rapport à ça, ce que l'on a fait, on s'est dit, on va aller chercher, on va dire, tout ce que l'on peut faire juste avant le côté meeting aérien. Donc, des exposants, un flying pour rassembler des avions, mais pas forcément que des avions de collection. Alors, l'objectif était d'en rassembler quelques-uns, mais il y avait également une partie flying ouverte à tout type d'avions, que ce soit des ULM ou des avions d'aéroclub. On avait un rassemblement de véhicules anciens et de collection, donc voitures, motos, etc. Et également la possibilité de faire des baptêmes de l'air. Donc, si tu veux, c'était une porte ouverte en version on va dire, maximum de ce que l'on peut faire en termes de réglementation juste avant la jauge du meeting aérien. Ouais. Donc, on va dire, on s'est mis les moyens, on a recruté du monde, on a été faire appel à des copains, on en a parlé à Aéro Rétro, on en a parlé autour de nous, et là, il a fallu, entre guillemets, se sortir les doigts parce qu'il a fallu aller chercher des partenaires, il a fallu faire beaucoup de communication. C'était une vraie organisation qui s'est mise en place, même si l'événement paraît petit. Et pour nous qui sommes, on va dire, des joueurs tout nouveaux dans ce domaine, en quelque sorte, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, eh bien, il a fallu mettre en place tout ça. Et on avait tablé, si tu veux, parce qu'il y avait également un risque financier, forcément, derrière. Donc, on avait tablé initialement sur 1000 personnes. On avait mis une petite entrée payante qui était de l'ordre de 3 ou 4 euros, je crois, juste pour permettre à nous de nous rentrer un peu dans nos frais et les frais qu'on avait engagés. Et
Et finalement, la communication a super bien marché et on s'est retrouvé avec 2500 personnes sur le terrain, tu vois, au lieu des 1000 prévus initialement. Donc, on était très contents parce qu'on s'est rendu compte que la population aux alentours, même si le terrain, malheureusement, fait partie de ces terrains où il y a des riverains qui ne comprennent pas forcément notre domaine, eh bien, les personnes et les personnalités d'ailleurs également politiques de la région ont répondu présentes à notre invitation et ça nous a fait plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de travailler sur la prochaine édition. Mais du coup, c'est vraiment un registre différent. On est vraiment sur un événement public qui a pour vocation de présenter et partager notre aviation, essayer de démontrer, comme on disait tout à l'heure, que même si c'est une passion qui coûte cher, bah, ça reste accessible à tout le monde, ça reste ouvert à tout le monde. C'est pas un domaine qui est fermé, même si ça peut le paraître parfois. Et donc, nous, notre objectif en tant qu'aéroclassique, c'est pas forcément de faire des meetings, c'est de mettre en avant des terrains, voilà, qui ont parfois des difficultés à créer des événements ou qui n'ont pas forcément les ressources et qui, en plus de ça, ont vraiment des beaux terrains, quoi, en quelque sorte, sur lesquels on peut retrouver une belle activité qui n'est pas toujours connue. Donc, vraiment mettre en avant ce patrimoine, mettre en avant les associations et les personnes qui travaillent autour de notre passion. C'est presque du coaching, finalement, quand on regarde bien. Voilà, ça peut ressembler à une forme de coaching. Après, nous, on reste dans du bénévolat. Hein. C'est pas notre objectif de créer du consulting ou du coaching sur ce genre d'activité. Mais effectivement, ça peut être vu un peu comme ça, dans le sens où on essaye d'apporter de l'aide, ou en tout cas d'apporter un événement sur un terrain où on pense qu'il peut y avoir un véritable potentiel pour mettre en avant des associations ou un patrimoine qui n'est pas toujours mis en avant. C'est un peu l'objectif. C'est vraiment démontrer tout ça. Et merci à Urden qui vient de poster dans le chat le lien aéro-classique.com. Quelques petites réactions d'ailleurs dans le chat, avec Justice AVD qui souligne, il dit les rassemblements, c'est la meilleure manière d'échanger avec des passionnés. Et ça rejoint un peu Sky, Flyer Aviation, qui nous dit dans l'aviation, comme dans beaucoup de domaines, tout est une histoire de rencontre. Et on en reparlera dans un instant. Et Céline qui nous dit aussi, le monde de l'aérien est tout petit, on finit toujours par se retrouver. Alors dans le cadre de ces rencontres, est-ce que tu as une anecdote particulière sur quelqu'un que tu as rencontré, qui t'a marqué, ou avec qui tu as pu tisser des liens particuliers? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que la première personne qui, on va dire, m'a le plus marqué, qui, je pense, est un peu le début de mon implication dans le monde de l'aéronautique. Bien, c'est un pilote de ligne qui est dans notre grande compagnie nationale, qui a acheté un Stearman il y a quelques années en arrière, qui est venu se poser sur le terrain de Paray-le-Monial, donc là où moi j'ai appris à voler. Et cette personne est donc est pilote de ligne, et moi c'était mon rêve de gosse de devenir pilote, et notamment pilote professionnel. Et pour les copains de mon âge à l'époque qui eux étaient plutôt fans de Mbappé ou de Griezmann ou de tous les grands joueurs de foot, moi avoir un pilote de ligne dans mes contacts, c'était le rêve absolu. Et quand cette personne est venue se poser pour la première fois sur le terrain de Paray-le-Monial et qui m'a dit d'Ivoire, je peux te donner des conseils, je peux te donner un petit peu sur comment t'aiguiller, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Et est-ce que tu veux pas mon numéro de téléphone? Et lorsque j'ai accepté et qu'il m'a donné son numéro de téléphone, c'était comme si j'avais eu le Graal, tout simplement. Alors, est-ce que ça a porté ses fruits aujourd'hui? Alors, moi, je suis pas pilote professionnel, en tout cas pas encore. C'est dans les projets et c'est en train de se mettre en place. Mais ça a porté ses fruits puisqu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas issu d'une famille qui a, on va dire, des grands moyens, ou en tout cas qui a fait des études supérieures. Et effectivement, aujourd'hui, c'est des personnes qui m'ont aiguillé, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai la chance d'être ingénieur aéronautique pour une petite boîte familiale qui fait des Falcon et des Rafales, bien connue dans le monde de l'aéronautique. Et donc, voilà, c'est grâce à ça aujourd'hui que je me retrouve en tant qu'ingénieur. Voilà, comme dit Sky, super beau ce témoignage. Exactement, hein, Nico, c'est vrai que c'est sympa de voir un parcours comme ça et de se dire que c'est encore possible aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, puis de faire tout ça pour sa passion, quoi, puis de la partager en plus. Donc c'est ça qui est formidable. Et exactement. Et si tu veux, quand moi je suis arrivé à l'aéroclub de Paray-le-Monial, là où
voilà, où j'ai commencé, là où j'ai grandi, j'ai été accueilli par une bande d'anciens, en quelque sorte. Et cette bande d'anciens, en fait, ils m'ont ouvert leurs ailes, en quelque sorte. Et comme c'était ma grande passion et que j'ai voulu m'impliquer là-dedans, et bien même les week-ends, quand j'avais plus forcément d'argent de côté, ou on va dire de budget pour le mois pour pouvoir voler, ben, j'allais passer quand même mes week-ends à l'aéroclub parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire. Il y avait toujours du nettoyage, du rangement, ou simplement, on va dire, profiter du soleil pour aller voir les amis. Et ce qui était génial, c'est que ben, ces personnes, souvent, allaient voler dans leurs machines respectives ou dans les avions d'aéroclub. Et à la première place qui était disponible, et ben, on me disait, allez, viens avec moi. Et du coup, c'est ce partage, je pense, que l'on m'a donné dès le départ, qui m'a permis d'apprendre aussi, parce que bien sûr, toutes ces personnes avaient des parcours différents dans la vie professionnelle. C'était pas forcément des gens qui étaient dans l'aéronautique, mais c'est des personnes qui ont des parcours différents. Et quand le jeune que j'étais, en fait, a reçu beaucoup de leur part, et je me suis dit, ils m'ont fait comprendre, un jour, ce sera aussi à toi de faire ça. Et c'est pour ça que c'est aussi aujourd'hui une de mes motivations, c'est-à-dire que j'ai la chance, effectivement, comme tu disais, d'avoir un beau parcours professionnel, d'être arrivé déjà à mon âge là où je suis aujourd'hui. Ah, les petites coupures. Ça va revenir dans un instant. Oui, et Céline qui nous dit il y a beaucoup de bienveillance entre les navigants, aucune rencontre inutile, c'est une famille. Bah oui, c'est le cas, c'est ce que nous dit Anthony. Exactement. Ouais, je voudrais confirmer. Je voudrais confirmer, en fait, ouais, n'hésitez pas pour les jeunes, bon, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, là, qui nous écoutent, qui nous regardent, mais voilà, moi, je me souviens, pareil, quand j'étais jeune, j'avais traîné, j'allais voir l'aéroclub, mais bon, n'ayant pas les moyens, je veux dire, on y va de manière timide, quoi. Mais finalement, on arrive toujours, si on traîne un peu, et puis en étant, disant bonjour aux gens, en demandant un peu, en s'intéressant un peu au club, tout ça, bah, il y a toujours un vieux qui va vous emmener faire un tour, et puis bah voilà, après c'est l'engrenage, quoi. Et puis Tout à fait. vous serez toujours bien accueillis de toute façon en aéroclub. Hein. Exactement. Donc, et puis, il y a beaucoup d'aéroclubs qui te permettent aussi d'avoir une cotisation de membres non volants pour commencer. C'est-à-dire que tu es un membre actif de l'association, mais tu viens pas forcément pour voler. Tu peux participer aux différents événements de la plateforme. Tu peux venir aux différentes journées qui sont organisées. Et moi, je sais que j'ai des amis qui ont commencé comme ça aussi parce qu'ils n'avaient pas forcément, comme tu disais, les moyens ou la possibilité de pouvoir débuter à voler. Et effectivement, dans beaucoup d'associations, ça commence toujours par là. Eh bien, si tu montres que tu es un jeune motivé, que tu as envie, tu n'as pas forcément les moyens, mais tu as envie, tu es motivé, tu réponds présent, tu auras toujours quelqu'un, évidemment, à un moment donné, qui va dire « Eh, d'Ivoire, tu veux pas venir avec moi faire un tour ?» Et là, en général, bah, c'est le Graal, quoi. C'est le plaisir qui commence. Alors, ouais, c'est ça. Petite question de Toto Shimao qui dit « J'ai 29 ans, suis-je jeune ?» Alors, est-ce qu'on peut répondre à cette question ? C'est la grande question, c'est la grande question. Alors effectivement, c'est un abus de langage. Je dis jeune depuis le début, mais effectivement, on peut avoir 60 ans et être jeune dans sa tête. Ça, y a absolument aucun problème. Tout le monde peut être jeune, ça dépend de la définition qu'on s'en donne. Moi, quand je parle des jeunes, effectivement, c'est moi ce que j'ai vécu et la petite expérience que j'ai aujourd'hui. Mais je connais des personnes qui ont plus de 60 ans et qui sont toujours aussi jeunes dans leur tête. Donc oui, tu peux être considéré comme jeune à 29 ans, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, pour en revenir à l'histoire de pilotage, il faut être jeune pour piloter, ça n'a rien à voir puisque j'ai connu aussi des gens qui se sont payés en fait un brevet de pilote au moment du départ en retraite. Donc, mais t'en as beaucoup, hein. Tous les âges. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, mine de rien, comme le disait Nicolas tout à l'heure, c'est une passion, mine de rien, qui effectivement coûte pas mal d'argent. C'est une passion qui prend aussi beaucoup de temps, personnellement. Et c'est pas toujours compatible. Moi, j'ai des amis, effectivement, qui très tôt étaient en couple ou avaient des impératifs, que ce soit immobiliers ou même familiaux. Et mine de rien, ils n'ont pas toujours le temps d'aller à l'aéroclub le week-end, d'aller voler. Et comme je le disais, au-delà d'aller voler, dans un aéroclub, on n'est pas dans une société. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, les aéroclubs que je connais, je n'arrive pas de mon vol, je laisse l'avion sans le nettoyer, sans aller faire les papiers, sans aller donner un coup de main aux collègues, etc. Donc... Ouais. On va retrouver Anthony tout de suite. Il y a quelques petites coupures, je pense que c'est le réseau mobile. Désolé.
Désolé pour la connexion, effectivement. Mais effectivement, c'est ce que je disais. Moi, quand je vais à l'aéroclub, j'y vais pour voler, effectivement, mais j'y vais en général aussi. On va forcément par un stade où tu vas nettoyer l'avion, tu vas discuter, tu vas échanger. Enfin, ça prend du temps et mine de rien, c'est pas toujours compatible non plus avec les emplois du temps respectifs de chacun. Ouais. Non, Alors- et puis je pense que la rencontre avec les vieux, ça peut apporter beaucoup de conseils, justement pour les jeunes qui aimeraient bien apprendre à piloter. Beaucoup de conseils pour, je sais pas, justement pour gérer et puis savoir comment se faire des sous, comment faire des économies, tout ça. Et on peut trouver encore des aéroclubs où il y a des avions qui sont pas chers, hein, avec du D112, des Piper Cup. Ce sont des avions qui sont pas chers, ça. C'est dans ce cadre-là que j'ai appris, effectivement. Alors, il y a pas mal de Et puis, réactions là, sur le chat. La dernière qui vient d'arriver, c'est notre ami Freeflight qui nous dit: lorsque j'ai commencé en aviation de collection, j'ai commencé à balayer le hangar. Et il nous disait aussi qu'il a commencé à 24 ans, notre ami Freeflight. Donc, vous voyez, il y a... Il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. Hein. Commencer. Effectivement, moi j'ai eu la chance d'avoir une passion qui s'est déclenchée, voilà, comme ça, du jour au lendemain, et d'avoir des parents qui étaient compréhensifs et qui m'ont fait passer la porte d'un aéroclub. Mais effectivement, il y a absolument pas d'âge. Et comme je le disais, c'est surtout très souvent une question de motivation et de volonté. Hein. C'est comme beaucoup de domaines. Moi personnellement, tu vois, Freeflight parlait d'aviation de collection. Moi, c'est un domaine qui m'a toujours, quand j'étais plus jeune, on va dire, qui m'a beaucoup attiré, parce que justement, comme je le disais, la petite anecdote du premier pilote de ligne que j'ai rencontré, qui est venu se poser avec le steerman qui venait juste d'acheter sur le terrain de Paray-le-Monial, eh bien, c'est la personne qui un jour m'a dit: d'Ivoire, ça fait 6 ans que je te vois être sur le rassemblement des train-queues en train de travailler et d'être bénévole. Je trouve que c'est bien de te remercier, et pour te remercier, je t'offre un tour de steerman et tu viens faire un vol avec moi. Donc, tu vois, les petites anecdotes, effectivement, des pilotes qui t'emmènent, hein, comme quoi elles sont bien réelles. Et c'est cette personne qui m'a fait découvrir l'aviation de collection, et notamment le biplan avec la tête à l'air. Donc, c'est quand même une image, on va dire, assez belle, hein, pour notre domaine. Et un jour, je me suis dit, c'est aussi ce que je veux faire. Je veux me rapprocher de l'aviation de collection. Et j'ai eu la chance quelques années plus tard, notamment lors du Flycamp, donc encore une fois dans le cadre d'un événement, et à l'époque le Flycamp était à la base de ce qu'il est aujourd'hui, d'avoir des amis de la Ferté-Alais qui sont venus et qui se sont posés sur l'événement. Et quand je me suis installé en région parisienne, eh bien, je me suis dit, le jour où je m'installe en région parisienne, j'irai m'inscrire et voilà, j'irai travailler et œuvrer sur les machines de cette belle association, si toutefois c'est possible. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai la chance de pouvoir en faire partie et d'être bénévole et de travailler sur un coffre à jouets magnifique. Et c'est un privilège. Hein. Alors, je suis qu'un jeune membre, hein, pour le coup, parce que ça fait seulement un an et demi que j'en fais partie. Mais c'est un privilège quand tu arrives dans cette association et que tu vois les avions, hein, qui en font partie, et que tu rencontres encore une fois plein d'anciens avec on va pas se mentir, hein, des mains d'or, parce que c'est absolument magnifique ce qu'ils font. Et tu te dis c'est un privilège, quoi. Donc comme quoi il faut encore une fois même pour ce domaine, il faut jamais abandonner, et il faut toujours aller au bout des choses, parce que c'est en faisant des événements, c'est en faisant des rencontres qu'on arrive un jour à réaliser ce genre de rêve. Et il faut pas hésiter à donner de sa personne pour recevoir. Absolument. Ça aussi, hein, c'est une belle démonstration. Alors, je voudrais lancer un petit message, Seb. Oui, vas-y. Parce que, en fait, je trouve qu'il y a un certain clivage, en fait, entre ceux qui font de l'aviation, hein, aéroclub, tout ça, et puis, il y a souvent, à côté, à plusieurs mètres, hein, il y a un club d'aéromodélisme, par exemple. Il y a beaucoup de gens aussi très passionnés qui font des maquettes chez eux. Voilà, donc, tous ces gens-là, je pense qu'il faut aussi qui viennent vers vous aussi. Il y aura certainement un coin quelque part lors d'un événement où ils pourront exposer leurs maquettes, leurs avions radiocommandés de collection, parce que souvent c'est des avions de collection qu'ils font, ou même des peintres de l'air. Il y a beaucoup de gens, je suis sûr, qui font des peintures d'aviation, d'avions, etc. Donc je pense qu'il faut lancer ce message-là à des gens aussi qui sont passionnés, qui font quelque chose pour l'aviation aussi, et qui se rapprochent de vous, d'Anthony, quoi, pour pouvoir participer à ce genre d'événement. Je pense que ce serait ça.
ça pourrait ouvrir, ça ouvrirait un éventail, mais ça, voilà, ça, Mais absolument. ce serait un grand partage, quoi. Et je pense qu'on on en est tous convaincus avec la tendance actuelle et voilà, l'aviation bashing qu'on a pu entendre ces derniers mois, ces derniers temps. Il faut démontrer qu'on est un domaine malgré tout qui entend tout ce qui se passe, qui est ouvert, qui n'est pas, comme tu disais tout à l'heure, un groupement de Gaulois qui souhaitent, on va dire, garder juste pour eux leur coffre à jouets et pas forcément l'ouvrir aux autres. Et en fait, je suis profondément convaincu que plus on sera unis tous ensemble dans cette passion que l'on a, et plus on arrivera à démontrer qu'on est un domaine qui peut évoluer, qui peut rester présent malgré l'actualité et malgré toutes les contraintes environnementales, etc., que l'on rencontre aujourd'hui. Ouais. Alors c'est vrai que dans la partie aviation, loisir, on va dire, on disait tout à l'heure qu'il y avait une augmentation des heures de vol, que c'est un loisir qui coûte un peu cher. Oui, on ne va pas se mentir, mais est-ce que réellement ça coûte plus cher que certains sports? Parce que quand on regarde un petit peu tout ce que ça coûte aujourd'hui, d'autres activités, même au niveau des équipements, est-ce que c'est si cher que ça? Pas forcément réellement, hein. Ça dépend effectivement. Alors après, il y a une notion de région aussi, hein. Je pense que Nicolas, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il y a des clubs aujourd'hui dans certaines régions qui offrent la possibilité de voler pour vraiment pas cher. Moi, par exemple, j'ai commencé à apprendre sur ULM. L'heure de vol, elle était à 80 € quand j'ai commencé. Et je crois qu'aujourd'hui, elle doit être à 100 € dans le club où je suis. Donc même malgré alors après, ça reste du samplon 98 et 95 pour l'ULM, donc ça a été moins, on va dire que l'augmentation a été un peu moins importante que la 100 LL directement pour l'aviation. Mais mine de rien, quand on fait un brevet, en général, on fait une séance de 40 minutes de vol. Donc si on en fait 2 ou 3 dans le mois, ça fait à peu près 1h20 de vol, 1h30, ou même 2h20, 2h30. Mais ça reste quand même, on va dire, inférieur à 2h30 ou 3 heures de vol, à 80 € de l'heure, 3 x 8, 24, voilà, ça fait 200 €, on va dire 200 € par mois de budget. Effectivement, quand j'entends parfois des amis ou des collègues qui me disent, bah tiens, on va aller voir le match de foot à Lyon, par exemple, la place, elle nous coûte 60 ou 70 € et puis qu'ils vont y aller 2 ou 3 fois dans le mois, bah effectivement, finalement, c'est pas, enfin, ça reste toujours un sport cher, hein, il faut pas se mentir, mais je pense que c'est comparable à d'autres sports et qu'après, c'est une notion d'envie et de volonté. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Et Free Flight qui nous dit l'équitation coûte tout aussi cher que l'aviation, c'est un bon exemple. Et le planeur aussi peut être une très bonne école du début parce que c'est à moindre coût. J'en ai pas parlé, effectivement, mais c'est effectivement, oui. Moi, j'ai pas mal d'amis aussi qui n'avaient pas forcément la possibilité de se payer un brevet d'ULM ou un brevet d'avion et qui ont commencé par le planeur. Et pour le coup, en plus, je pense que tous les trois qu'on est connaisseurs que l'on est, on sait bien que le planeur, c'est une très bonne école pour commencer à apprendre le vrai pilotage. Donc, effectivement, pour ceux qui ont la possibilité d'en faire, c'est aussi une super opportunité. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos clubs, ou en tout cas de faire comme Anthony, d'aller vous ouvrir, d'aller découvrir, puisqu'on est tous là pour ça, hein, pour partager justement autour de cette aviation. Quelques petites réactions. Céline, justement, qui nous disait qu'elle a volé, hein, on rappelle, Céline, on a reçu le mois dernier, c'était maintenant, hein, sur le facteur humain. J'ai volé avec un commandant de bord qui a commencé sa carrière à 40 ans, donc il n'est jamais trop tard pour démarrer, que ce soit pour le loisir ou pour même une carrière. La preuve. Tout à fait. Une question de Justice ADV. Alors là, c'est la question qui tue. Pour toi, quelle est la différence entre un bon pilote et un très bon pilote? Ah, entre un bon pilote, je pensais que c'était entre un bon et un mauvais pilote. On m'a toujours dit un bon pilote est un vieux pilote. Il y a les inconnus qui avaient aussi une réponse à ça. C'était le dicton en aéroclub. Après, entre un bon pilote et un très bon pilote, je ne pourrais pas répondre à cette question. J'en connais pas forcément la différence. Je pense que tout ce pilote, autant qu'on est, le plus important, c'est de voler en toute sécurité et puis que lorsque l'on décolle, eh bien, de pouvoir se reposer de la même des manières. Donc, voilà, un bon pilote. Je dirais qu'un très bon pilote, c'est quelqu'un qui emmène un jeune là, pour ne pas voler tout seul. Voilà. Tout à fait. On peut le définir comme ça, absolument, à 100%. Je suis assez d'accord avec ta définition. Un bon pilote, c'est un pilote qui prend son avion, qui va faire son tour, qui revient. Un très bon pilote, c'est quelqu'un qui va faire son tour et qui emmène un jeune avec lui. Absolument, à 100%.
Alors, dans les explications qui nous ont été données par Anthony jusqu'à présent, si dans le chat, vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser. Et moi, j'en ai une en tout cas. Pour les gens qui voudraient franchir justement la porte du bénévolat, venir rejoindre, découvrir auprès de vous, quels conseils tu peux leur donner? Alors, les conseils que je peux leur donner, c'est dans un premier temps se renseigner. Et aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de communication qui existent pour ça, des événements qui existent à proximité de leur domicile. Par exemple, s'il y a un rassemblement qui a lieu chaque année, s'il y a un meeting aérien qui a lieu pas très loin, ce genre de choses. Et ensuite, tous ces événements, en général, recherchent des bénévoles. Je pense notamment à Air Legend. Hein, j'ai vu au tout début de la vidéo, là, au tout début de notre live, j'ai vu d'ailleurs le lien pour être bénévole passer dans le chat. Et effectivement, tous ces événements, en général, ont besoin de monde, ont besoin de nouvelles générations pour pouvoir justement pallier à différents postes. Et donc, pour les personnes qui souhaitent s'impliquer, la meilleure des choses à faire, c'est repérer les événements qu'on va pouvoir avoir aux alentours, que ce soit via les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, qui rediffusent beaucoup et qui repartagent. On a d'ailleurs des pages comme Spotter. Je sais pas si, je sais que tu reçois Maxime Garcia, vous recevez Maxime Garcia dans les prochaines semaines, qui est une association, et ils ont fait cette année, je crois, un calendrier qui regroupe l'ensemble des événements qui vont avoir lieu au cours de l'année, ou en tout cas des meetings aériens ou des rassemblements qui vont avoir lieu. Il y a également l'association France Spectacle Aérien qui fait ça, il y a également d'autres sites. Donc ça permet de savoir quels sont les événements qui ont lieu à proximité, et ensuite on va toujours trouver soit une page Facebook, soit l'association qui l'organise, soit un site internet, en tout cas quelque chose qui permet d'avoir un contact. Et puis un jeune qui souhaite y aller et qui souhaite voilà, se motiver et aller se renseigner. Ah, à nouveau, petite coupure. Je vois que Jérôme est encore là. Je pense aussi que sur Aérobuzz, vous pouvez avoir des infos sur les événements à venir. Hein. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais j'ai pas énoncé tous les sites, hein, mais il y en a beaucoup. Effectivement, Aérobuzz en fait partie. Enfin, tous les organismes comme ça qui donnent de l'actualité aéronautique en général, hein, donnent des indications sur les différents événements qui ont lieu en France. Et donc, il suffit de contacter l'association en question et puis tout simplement, bien de leur envoyer un message en disant, bah voilà, j'habite à côté, je souhaite être bénévole, je suis intéressé par telle partie, telle partie. Moi, c'est ce que j'ai fait notamment quand j'étais jeune, quand j'étais il y a quelques années en arrière, donc j'avais les événements de mon aéroclub qui me permettaient de participer à des événements, mais j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et je me souviens à l'époque, il y avait le Flying Air France, Flying LFBK, qui avait lieu à l'époque à Montluçon et qui est venu pour la première fois s'installer à Saint-Yan à l'époque. Et moi, j'étais intéressé pour être bénévole dans un meeting, pour découvrir un peu comment ça fonctionnait de l'intérieur, etc., chose que je n'avais jamais fait. Eh bien, j'ai tout simplement envoyé un email à l'organisation en disant bonjour, je souhaiterais m'impliquer et voilà, quels sont les postes disponibles, est-ce qu'il y a une expérience de demander, quelles sont les disponibilités requises, etc. Et en général, bah, les personnes vous répondent et c'est toujours avec plaisir. Donc c'est comme ça que j'ai participé à cet événement. Quelques années après, j'ai fait, d'ailleurs si Isabelle est toujours là, moi j'avais fait Melun 2018, donc le tout premier Air Legend qui avait lieu à l'époque, je l'ai fait en tant que bénévole aussi parce que j'avais envie de m'impliquer. J'ai fait le meeting de Mulhouse parce que j'ai fait mon école d'ingénieur dans l'est de la France, pas très loin de Mulhouse, donc j'avais été m'impliquer en tant que bénévole. Tout ça, voilà, la meilleure des solutions, c'est vraiment ça, c'est repérer les événements et puis essayer de contacter les associations, soit par email, soit via leur site internet en disant bonjour, je suis intéressé, j'ai envie de m'impliquer et puis est-ce qu'il y a des possibilités. Donc en fait, les gens ne viendront pas vers vous, il faut que vous fassiez la démarche, osez en tout cas, ouvrir une porte ou envoyer un mail. Après, effectivement, si des personnes parfois ont des contacts ou dans l'aéronautique ou des personnes qui connaissent, qui sont impliquées dans des événements, ça peut se faire via du contact hein, directement, il n'y a pas de souci. Moi, des fois, nous avec Mathieu sur le Flycamp ou avec Albéric sur les aéroplastiques, des fois, on nous a contactés en direct parce que c'était des amis d'amis en disant bah, bonjour, on est intéressé. Donc là, évidemment, on répond. Mais sinon, il faut pas que les personnes effectivement qui sont intéressées hésitent. Il faut y aller directement, il faut contacter les associations en question et aller se renseigner sur leurs besoins et savoir si effectivement ils peuvent donner un coup de main. Oui. Et en général, c'est toujours là qu'on va rencontrer des gens, qu'on va faire. Après, il y a une part de timidité hein, aussi à traverser. Moi, on dirait peut-être pas forcément, mais je suis un grand timide et j'étais un grand timide encore à l'époque. Et mine de rien, c'est parfois pas facile de nouer une discussion. Et puis, il y a un moment donné où ça se fait, où ça se met en place.
Et puis là, il suffit d'y aller, de poser ses questions. Il n'y a jamais de questions stupides. On est tous passés par là à un moment donné. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es dans l'aéronautique? Ah bon, tu es pilote? Ah bon, tu es ingénieur? Mais d'Ivoire, qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu as fait comme parcours, etc. Et c'est là en général que tout commence. Hein. On ne va pas se mentir. Ouais. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez aussi ce genre de questions, bah nous aussi, nous, la zone aéro, on peut vous mettre en relation avec Anthony, avec Isa, avec les gens qui sont passés. N'hésitez pas à le faire. Hein. On est aussi là comme relais via Twitch, via le site internet lazoneaero.fr. Ce lien entre tout le monde autour de l'aéro, c'est aussi un peu... Enfin, on le voit comme ça, nous, une sorte de vocation aussi à ce niveau-là, d'engagement, on va dire. Absolument. Ou via le Discord aussi également. Merci Jordan de le préciser, via le Discord. Le Discord est aussi un super moyen de continuer d'échanger entre nous et de vous passer de l'info. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la zone aéro. Les amis, je vois qu'il est 20h47 UTC. Je vous propose de lancer le jingle foire aux questions remise de gaz. Il nous reste, on va dire, 5-10 minutes avec Anthony. Le chat, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. On va les mettre de côté et on les pose tout de suite à Anthony. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les événements à venir, sur, encore une fois, la manière de vous engager, faites-le, c'est maintenant. Foire aux questions, remise de gaz. Voilà, la foire aux questions, remise de gaz qui débarre maintenant. Et je vais faire un petit message à Nicolas, puisque je viens d'apprendre, et peut-être à Céline aussi, puisqu'elle est branchée, moi peut-être qu'elle le connaîtra ou pas. Mais Eric, tu sais, notre ancien collègue d'avant, on en reparlera peut-être Nico si tu ne vois pas qui c'est, Eric, vient d'être pris chez Hop. Donc il rejoint la compagnie Hop. Voilà, ça vient de tomber. Je viens d'avoir le texto, voilà. Je suis pris, il est content. Voilà, donc félicitations à lui. Donc si vous avez des questions à poser à Anthony, c'est maintenant. N'hésitez pas à le faire. Alors justement, on parle de compagnie. Tu disais, Anthony, ton objectif, c'est de rentrer en cockpit, du coup? Tout à fait. Exactement, okay. C'est un objectif. Bon, je vais pas m'attarder dessus puisque bon, je viens d'avoir une petite déception puisque j'ai tenté les KDR France et je n'ai pas été pris à l'issue de la phase de Psy 1 qui s'est passée il y a quelques jours. C'est chaud, voilà, c'est très très chaud. Hein. C'est la vie, la pilule a été pas forcément facile à... Donc voilà, je présente depuis tout à l'heure les côtés positifs, mais voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas toujours que des côtés positifs. Il y a parfois des phases où il faut savoir on prend des déceptions, hein, donc comme tu disais, c'est une sélection. Ouais, je dirais qu'il faut. Je dirais qu'il ne faut pas être déçu. Je veux dire, il y a plusieurs façons de rentrer dans le métier, hein, quel que soit le niveau, pilote de ligne ou autre. Je veux dire, il y a des grandes portes, effectivement, il y a des grandes portes où il y a du monde devant, hein, donc il faut faire sa place, il faut passer. Voilà. Mais il y a des petites portes aussi partout. Hein, donc, exactement. Je parle de la grande porte parce que c'est un peu d'actualité et on en a un petit peu entendu parler ces derniers temps, effectivement, parce que c'est une possibilité qui est quand même assez dingue aujourd'hui de pouvoir rentrer dans une compagnie comme ça avec un programme totalement financé. Donc, c'est une opportunité assez dingue. Et donc, c'est une phase de... Il faut les tenter, exactement. Donc, c'est une sélection en 3 parties, une partie Psy 0, une partie Psy 1, une partie Psy 2. J'ai tenté la phase de Psy 0 voilà, qui a fonctionné. Et puis, j'ai tenté la phase de Psy 1 il y a quelques jours. C'était ma première. Je n'avais jamais tenté cette sélection auparavant. Donc, c'est assez déroutant parce que même avec un gros investissement, c'est quand même un stress relativement important à gérer le jour J. Bon, voilà, c'est pas passé cette année. Mais comme je le disais, bon, sur le coup, c'est pas forcément évident à accepter quand on s'est privé, on va dire, de vie sociale pendant quelques semaines et que l'on a bossé très très fort pour pouvoir tout faire pour que ça puisse fonctionner. Mais c'est comme tu le disais, Nicolas, il y a d'autres portes et puis surtout, alors je présentais comme un échec, mais c'est pas forcément un échec, c'est une expérience. C'est le fait d'être tombé et voilà, je compte bien me relever, je compte pas abandonner et effectivement l'objectif à terme, c'est de me retrouver dans un cockpit au quotidien. Tout à fait. Et je vais lancer un petit appel du coup. Donc tu t'es présenté une fois, tu vas pouvoir peut-être le refaire aussi. Tout à fait. Voilà. Donc alors parmi ceux qui nous écoutent, parce qu'une sélection comme ça se prépare quand même. Il y a un très gros investissement. Alors il y en a qui, voilà. Alors ça demande beaucoup de travail, ça se prépare. Alors on peut y aller effectivement sans connaître et sans savoir comment il faut se préparer et puis y aller comme ça et puis parce qu'on n'a pas eu les infos. Donc, je lance un petit appel là, tous ceux qui sont là avec nous. S'il y en a qui connaissent, qui pourraient aider Anthony
à préparer la sélection, ça pourrait être un plus. Tout Voilà, à fait. c'est aussi le partage. Après, C'est ça aussi c'est le ça aussi. partage. C'est pas simplement emmener quelqu'un en backseat. C'est Exactement. aussi dire, ah, bah tiens, ok, tu vas faire la sélection Air France. Ah bah très bien. Alors tiens, je vais te dire un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut préparer, etc., etc. Et, La et zone encore- Aéro Academy, ils nous disent. Ah non. Exactement. Et encore une fois, même sur ce sujet, j'ai eu la chance d'être bien accompagné aussi, d'avoir des amis qui ont tenté il y a quelques années, qui ont été pris et qui m'ont pas mal aiguillé aussi. Et donc encore une fois, bah, c'est pour certains, hein, c'est des personnes que j'ai rencontrées sur des événements, via le réseau, etc. Et mine de rien, ça, comme tu disais, Nicolas, ça peut vraiment faire la différence de savoir un peu comment ça se passe, d'avoir des retours d'expérience, d'avoir des conseils. Et donc, voilà, je peux qu'encourager ça, effectivement, pour celles et ceux qui souhaitent tenter je crois que ça a bugué. Non, c'est bon. Qui veulent tenter cette sélection. Effectivement, c'est primordial d'avoir des conseils, même si quand c'est la première fois. Moi, c'était ma première fois pour le coup. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est vraiment une sélection qui demande un gros investissement de temps et un investissement personnel important pour s'y préparer. Mais voilà, c'est comme ça, mais je compte pas, j'ai pas dit mon dernier mot pour autant, hein. Oui, bien sûr. De toute façon, il ne faut jamais renoncer. D'ailleurs, et ça, je vais n'engager que moi dans mon avis, mais je trouve que la sélection telle qu'elle est faite aujourd'hui, encore une fois, c'est mon avis, je comprends sa philosophie, je ne comprends pas son application telle qu'elle est faite aujourd'hui. Au sein du métier, je ne comprends pas, en fait, voilà, ce que ça apporte concrètement. Il y a bien d'autres choses qu'il faudrait aller chercher, aller gratter, qui seraient, à mon sens, beaucoup plus intéressant quand on voit un peu les sélections telles qu'elles sont faites aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est mon avis et mon impression. Tout est discutable. Ça, Voilà, c'est sûr. c'est ça. Alors, elle est où la question? Voilà, c'était Céline qui nous posait cette question, justement sur la sélection. C'est quoi comme type d'épreuve? Alors, on a trois étapes. Donc, comme je le disais, moi, je m'arrête à la deuxième. Mais la première, donc les deux premières étapes sont des étapes de tests psychomoteurs de type intellectuel. Donc, la sélection Psy 0, elle se fait à distance via un logiciel. Tu as 2h30 de test environ, avec donc 1h30, on va dire 1h30, 1h45 de test intellectuel type psychomoteur. Donc, tu as du spatial, tu as enfin, c'est difficile d'agrémenter, mais tu as des tests spatials, des tests 3D, tout un tas de types de tests où en fait, ce qui se travaille via une banque de données. Enfin, il y a un site aujourd'hui qui s'appelle Pilotest qui permet de s'entraîner un petit peu et qui reprend un petit peu voilà les différents exercices qui peuvent tomber. Mais ce sont des exercices psychomoteurs qui ont pour but voilà de travailler les différentes facettes cognitives, on va dire, du cerveau. Ça peut être du repérage d'objets, ça peut être de la sélection d'objets, ça peut être de la vision 3D, du spatial, comme je disais. Enfin, c'est assez varié. Et donc, cette première étape, on va dire, dure 1h45 de test, à laquelle tu enchaînes avec un test de culture générale aéronautique et un test d'anglais pour évaluer ton niveau. Et si tu es retenu à l'issue de cette phase, tu pars ensuite à la phase Psy 1, qui est là une batterie de tests psychomoteurs supplémentaires qui cette fois-ci dure une journée sur le campus de l'ENAC à Toulouse. Et donc là, tu enchaînes environ une douzaine de tests relativement intenses. Et là, encore une fois, on va venir tester tes capacités cognitives diverses, donc spatiales, 3D, t'as des épreuves de mathématiques également. Mais le but, en fait, c'est d'aller le plus vite possible, donc d'être rapide et d'être bon en même temps. Donc c'est là où la difficulté en général apparaît, parce qu'on peut être bon et long, ou on peut être rapide mais pas bon. Et donc voilà, c'est deux épreuves qui testent tout ça. Et ensuite, si tu es retenu à l'issue de la phase Psy 1, tu pars ensuite au Psy 2, qui est cette fois-ci dédié à des entretiens en test de personnalité, entretien de groupe et entretien individuel avec pilote et psy. Ok, bah voilà. Vous savez exactement quoi faire et comment faire. Et tu disais pilot test pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. C'est gratuit d'ailleurs, je crois. Pilot test est gratuit, effectivement, et tu as EPL test qui existe aujourd'hui, qui est une autre version, et EPL test pour le coup est payant. Voilà, ben voilà, vous avez les infos. Et Céline qui te remercie pour cette réponse bien complète. Pas de souci, avec plaisir. Voilà. Ok, encore une ou deux minutes les amis, si vous avez une. Allez, on va prendre là où les deux dernières questions maxi du chat. Si vous avez encore deux questions à poser, c'est maintenant. Moi j'en aurais une. Vas-y Nico. C'est quoi les grandes dates, les grandes prochaines dates là
J'allais poser Aéroclassique cette Days, même là. question. Alors, les grandes prochaines dates, du coup, Aéroclassique, Flight Camp, tout ça. Alors, les Tout ce événements qui est auxquels organisé, c'est quand? effectivement, donc les événements auxquels j'ai la chance de participer en tant que bénévole ou en tant qu'organisateur. Donc, on va retrouver le traditionnel meeting de la Ferté-Alais, le week-end de la Pentecôte en région parisienne, donc sud parisien, qui sera le dernier week-end de mai. Donc, c'est le week-end de la Pentecôte. Alors, je n'ai pas les dates exactes. Je crois que c'est 27 ou 28 ou 26 ou 27 mai. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Mais le dernier week-end de mai, donc, se tiendra le meeting de la Ferté. Ensuite, moi, de mon côté, pour ceux qui souhaitent participer, c'est un événement aussi plutôt orienté pilote, mais on a le rassemblement Train-Queue, donc notre grand rassemblement de train classique à Paray-le-Monial qui aura lieu le week-end du 17 et du 18 juin 2023, donc dans quelques semaines. On va y aller. Mais avec plaisir, je vous y attends, les gars, je vous y attends. Ce sera un vrai plaisir de vous y accueillir. Avec le studio mobile. On est en train de préparer cette belle édition. C'est pas mal de travail aussi. Et puis bah voilà, tu vois que les concours, tu mets un peu de tout de côté aussi. Donc c'est pas évident de rattraper aussi parfois le retard accumulé. Et puis le Flycamp qui se tiendra, donc lui aussi qui est plutôt réservé. Donc comme je te disais tout à l'heure, des équipages qui s'inscrivent directement pour venir par la voie des airs, qui aura lieu cette année le 12 et 13 août prochain. Normalement, on le fait le dernier week-end de juillet, mais cette année, justement, voilà, encore une fois, un petit témoignage pour encourager les plus jeunes. D'habitude, on le fait le dernier week-end de juillet, et cette année, avec l'équipe de copains, on va réaliser un rêve. On part à Oshkosh toute une semaine. Et donc, du coup, ça va être notre première participation à cet événement qui nous a fait rêver pendant des années étant gosse. Et c'est pour ça que le Flycamp, du coup, est repoussé de 15 jours par rapport à la date traditionnelle. Et puis ensuite, on retrouvera les aéroclassiques un peu plus tard, 2024. La date n'est pas encore fixée. Ce sera durant l'été, mais on n'a pas encore défini la date. En 2021, c'était fin août. Et en 2024, on ne sait pas trop encore. Ça, c'est en cours de planification. Ça dépendra du calendrier et des autres événements qui peuvent être en face de nous, parce que l'idée, c'est aussi de ne pas se mettre en face de gros événements ou d'autres événements à proximité. Oui, bien sûr. Alors, à la demande générale du chat, on demande les dates sur le Discord. Donc, voilà, Anthony, il va falloir que tu rejoignes le Discord de la zone aéro. Avec grand plaisir. Et venir dans les événements, dans le programme, dans les événements à venir, nous proposer les dates, nous rappeler les dates pour que les viewers puissent avoir accès. Et effectivement, Céline, tu pourras. Attends, c'était marqué où? Non, génial, on sera avec vous en live sur la zone. Si le studio mobile est dispo et si on y monte, pourquoi pas, oui, organiser des lives depuis là-bas, ça peut être sympathique. Voilà, et qui disait du lourd pour 2024? Oui, du gros à venir en 2024. C'est Valdèche qui dit ça. Et oui, c'est vrai. Alors effectivement, excusez-moi, ça a bugué un petit peu niveau connexion, mais effectivement, Valdèche est un des membres de l'organisation justement des aéroclassiques. Et donc, effectivement, on est en train de préparer 2024 et on se lance dans un tout autre défi, effectivement. Donc, c'est pour ça que ça annonce encore une fois un bel investissement et pas mal de temps encore pour la mise en place de cet événement. Donc, on va avoir besoin de monde, on va recruter. Donc, s'il y a des personnes effectivement qui souhaitent, qui souhaitent intégrer une petite équipe de bénévoles pour mettre en place un événement et y participer, ce sera avec grand plaisir. C'est ouvert à tout le monde, évidemment. Voilà. Le message est lancé et nous, on participera à notre façon aussi en communiquant les dates, de toute façon, en rappelant justement ces dates-là, évidemment, au fur et à mesure des émissions. Voilà, et ben voilà, 21h UTC, on va donc rendre l'antenne en te remerciant, Anthony, pour ta participation et ce moment sympa d'échange. C'était merci à vous, c'était avec grand plaisir. Ce que j'aime bien, en fait, c'est on retrouve un peu l'ambiance au début du XXe siècle. Oula. Au début, ça s'appelait des fêtes aériennes, en fait, où on rassemblait les pilotes, simplement, et les gens venaient voir, quoi. C'était pas vraiment des meetings, mais c'était des fêtes aériennes, quoi. Donc, effectivement, ça y ressemble beaucoup. Ce qui se passe là, ça y ressemble beaucoup. Effectivement, ça y ressemble beaucoup. C'est ce qui nous. Alors malheureusement, bon voilà, les meetings aériens d'aujourd'hui, malheureusement, ne peuvent plus se permettre d'avoir ce qui se passait avant, parce que moi j'ai des fois des anciens qui me racontent à l'époque une Ferté-Alais où le public se mettait sous les avions pour pouvoir voir les différentes présentations. Les barrières n'existaient pas à l'époque, tout ça, c'était pas d'actualité. Donc c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui par rapport à la période dans laquelle on vit. Mais effectivement, nous, en tout cas, c'est l'esprit qui nous anime.
Et tu viens de totalement le résumer. Effectivement, c'est cette notion de fête aérienne. Absolument. Voilà. On vient rencontrer, on vient manger, on vient parce qu'il fait beau, et puis en même temps, ça vole très bien. Exactement, c'est ce qu'on dit, tu vois, c'est ce qu'on vient de dire pour les traîne-queues. La condition qu'on demande, les deux conditions qu'on demande aux personnes qui viennent à notre rassemblement train classique, c'est d'avoir la patate quand ils arrivent et d'être convivial. S'il y a ces deux conditions, en général, on est prêt pour passer un bon moment. Voilà, et Jurden qui posait la question. Et puis de ramener du saucisson. Du contact des bénévoles volontaires, comment contacter, et Valdez justement a posté la page Facebook Aéro Classic Team sur laquelle vous pouvez rentrer en contact, donc n'hésitez pas à le faire. Tout à fait, on n'a pas encore de formulaire bénévole ou autre parce que forcément l'événement est loin d'être à ce stade-là pour l'instant au niveau de la préparation, mais il n'y a pas de souci, il suffit de nous contacter via notre page Facebook et en général on garde les contacts et ensuite on en rediscute ensemble en fonction des intérêts de chacun. Ouais. Bon voilà, vous avez toutes les infos. Merci à vous. Il y a des applaudissements qui sont déclenchés dans le chat. Merci. Pour te remercier justement de ta participation. Alors, avant de rendre l'antenne quand même, on va rappeler donc le Discord qu'on vous invite à rejoindre pour continuer les débats et continuer les échanges avec nos invités et avec la zone aéro. Ça se passe ici, vous avez le lien qui s'affiche dans le chat, vous venez, c'est absolument gratuit évidemment et c'est un espace d'échange. Je rappelle aussi que le replay de cette émission va être mis en ligne dans quelques instants sur la page Twitch de la zone aéro et dans 15 jours sur YouTube. Concernant le programme, donc on en a parlé un peu en début d'émission, la semaine prochaine on reviendra sur les photos aériennes et la publication d'un livre sur les 70 ans de la patrouille de France avec Rémi Michelin, qui sera avec nous pour nous parler un petit peu de sa manière, il va nous montrer tout plein de choses. Nico, ça va te plaire, on va avoir des photos exclusives, on va parler du bouquin, on va parler de plein de choses autour de la patrouille de France et de son travail. Oui, il va y avoir pas mal d'expériences derrière, d'histoires, d'anecdotes certainement. Exactement, donc Rémi Michelin, c'est la semaine prochaine. Ensuite, on se projette au 15 mars, et le 15 mars, on va parler de la possibilité de voler au Canada avec deux pilotes qui viendront nous voir, un qui sera ici en studio, Yacine, et un autre pilote qu'on retrouvera en visio, et on partagera justement ses conseils et les petites astuces pour ceux qui voudraient franchir le cap et justement aller voler au Canada. Donc ça, c'est le 15. Ensuite, le 22 mars. Oui, Nico? Non, je dis ça fait froid dans le dos là. Canada, le Canada, oui. Ok. Le 22 mars, les copains, on va parler d'altimétrie, puisque j'aurai le plaisir de vous présenter un petit sujet là-dessus, peut-être avec Nico et peut-être Cédric aussi, qu'on avait déjà eu dans la zone aéro, qui nous parlera peut-être de l'instrument, qu'est-ce qu'un altimètre, comment ça fonctionne et comment on l'utilise surtout dans les avions. Donc un petit point technique, le 22. Pour ce sujet, invité Michael. Vous inquiétez pas. Oui, Michael, il reste. D'ailleurs, il devait être là. Je ne sais pas s'il est dans le chat ou pas. Mais en tout cas, il y aura Cédric. Cédric aussi, qui est instructeur sol et qui pourra aussi nous parler de l'altimètre. Voilà. Donc ça, c'est le 22 mars. Et on terminera ce mois de mars, on en parlait tout à l'heure, avec Maxime Garcia, fondateur de Spot Air. Et on parlera un peu de ce travail riche en photographie, en publication, autour on va dire de la grande fédération des spotters qu'a impulsé Maxime dans ses travaux. Donc tout ça, ça sera le 29 mars prochain. Et je vous annonce déjà qu'on aura la chance d'avoir un instructeur VFRI IFR de l'ENAC début avril. C'est déjà négocié, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Je vous le dis en spoiler, pour les mois qui arrivent, notamment le mois de mai, on aura Jack Crine qui va venir dans la zone aéro. On va avoir une copilote qui est sur Twin Otter chez Air Antilles, qui viendra nous parler de son parcours et de son expérience. Enfin voilà, il y a plein de choses à venir dans la zone aéro, donc rejoignez-nous. Merci Anthony encore une fois, merci Nico d'avoir participé à cette émission, merci au chat d'avoir été encore là, nombreux et nombreux. Merci Anthony. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Eh ben, le plaisir était partagé. Dans quelques instants, on lance le générique. Restez bien avec nous le temps du générique, le temps qu'on voit si on a une chaîne à raider. Et si le raid a lieu, on le fait pendant le générique. Et ça soutient la chaîne. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à envoyer plein de petites émotes
Voilà, sur la chaîne sur laquelle on arrive, ça fait de la promo et en même temps, ça fait vivre la réputation, on va dire, de la zone aéro. N'hésitez pas à le faire. Bonne fin de journée à vous, bonne nuit. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon pied, bon oeil, comme on dit. Merci encore, Anthony, et fly safe pour ceux qui volent. Et passez une bonne soirée. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao tout le monde. Bye bye. La zone